D'accord, ben écoutez, moi je partage complètement cette idée de folle mutation, voire de transformation de nos sociétés. Ça, c'est un point qui nous unit tous les trois, puisque c'est ce que j'évoquais un peu dans un dernier bouquin. On a une mutation effectivement à la fois économique, avec notamment la destruction des emplois industriels, à 800 000 emplois industriels en France en 10 ans. Il n'y a plus de relais véritablement politique, ou difficilement. On a des mutations numériques invraisemblables, qui changent tout. On a de surcroît des mutations générationnelles, avec un nouveau, ce qu'on appelle un peu les mutants à Bretagne Prospective, c'est-à-dire on travaille sur ces nouveaux jeunes. De quoi auront-ils besoin demain ? Vous avez quelques spécimens un peu tous à la maison, là, vous regardez un petit peu comment ils fonctionnent. Une connexion quasiment suffit à l'essentiel de leurs besoins. Ils sont peut-être en train d'inventer un mode de vie beaucoup plus économique que le nôtre d'ailleurs. Est-ce qu'ils vont avoir envie d'épargner, d'acheter une voiture, etc. Donc on est un peu dans l'inconnu. Et bien sûr la mutation écologique aussi, que tu évoquais, sans parler des enjeux militaires ou autres. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait notamment en Bretagne avec, moi en tant que géographe, j'ai préparé quelque chose justement sur l'économie circulaire, avec des choses, puisque c'était un petit peu la commande et l'enjeu pour la Cornouaille, puisque vous êtes pilote sur ce sujet, avec un regard simplement géographique qui pose une interrogation. Parce que pour moi, le cercle, il peut aussi être fermé. Les mots, c'est jamais neutre. Les mots, ce sont des enjeux de philosophie. Et donc, comment effectivement on marie ce que tu évoques de donc, transformation des déchets pour le zéro jetable et réutiliser les produits, et comment en même temps on crée un territoire qui est finalement ouvert aussi sur d'autres dynamiques, ouvert sur les autres, ouvert sur l'innovation. Alors, ce que je vais faire, c'est faire, à partir de cette problématique, un plan relativement simple en deux parties. D'abord, c'est un constat, et ensuite, à mon avis, quelques stratégies d'action. Alors d'abord, le constat, je partage ce qui a été dit, on a été dans un monde, depuis la révolution industrielle, qui a été obsédé par la vitesse. Je fais 2 bouquins sur le sujet, pourquoi les gens sont si pressés, obsédés par le sacre du temps présent. Donc l'obsession d'une philosophie saint-simonienne, où ce qui était perçu comme bénéfique, c'était la circulation, aller vite. C'était donc en 1832, Michel Chevalier, dans le journal Le Globe, qui dit « La vitesse qui va rapprocher les territoires rapprochera les hommes et sera le bonheur de l'humanité ». Regardez aujourd'hui le projet européen. Libre circulation des hommes, des capitaux, des marchandises. Les jeunes dorment de moins en moins. Ils sont 7 heures par jour maintenant. Un jeune Américain envoie 136 SMS, je crois, par jour. On est bombardé sans arrêt par des mails. Le temps court, le temps court. Et quelque part, on continue à être sur des dynamiques de temps, alors que la vitesse, fondamentalement, c'est l'espace sur le temps. Et donc, à force de privilégier le temps, on a détruit nos territoires. Ce que tu évoquais. On a fait n'importe quoi avec les lieux, on a bousillé les espaces, parce qu'à force d'être sur les logiques de temps, eh bien, on démultiplie les pollutions, on prend les matériaux sans penser aux générations suivantes, etc., etc. Réchauffement des gaz à effet de serre, etc. Donc la philosophie uniquement circulatoire n'est pas bénéfique. À l'inverse, on voit apparaître aussi depuis quelque temps un discours tout inverse, où on voit des théoriciens ou des acteurs qui ne jurent plus que sur l'économie de proximité, que sur le local, que sur les circuits courts, que sur une économie circulaire, mais elle n'est pas toujours précisée à quelle échelle. Donc on se dit, mais attends, est-ce que ça peut être, vive la Cornouaille libre, quelque part, est-ce que ça peut être uniquement un fonctionnement de ce type? Et il y a, à mon avis aussi, un danger, parce qu'on essaie de réfléchir vite. Donc comme l'impasse un peu d'un mode uniquement circulatoire et libéral se révèle, d'autres, un petit peu comme un essuie-glace, prennent le champ complètement opposé et nous disent « mais non, la solution c'est uniquement le local ». Le local peut être un bocal. On ne va pas revenir aux chefferies du Moyen-Âge non plus. Et donc, à mon avis, on est aujourd'hui dans une ambivalence philosophique entre un modèle qui n'a pas été performant, et un autre modèle qui arrive un petit peu sur le devant de la scène et qui peut être aussi extrêmement dangereux. Alors, pour tenir mon temps, puisque apparemment
je vais passer tout de suite aux éléments oui. Bon, je vais développer un autre point. C'est-à-dire que globalement, moi, la clé, parce que sinon je passais directement aux actions qui me semblent les plus importantes, la clé, c'est vraiment de marier le temps et l'espace, donc avoir un rapport, c'est-à-dire qu'il ne faut pas revenir, on ne va pas revenir au temps des diligences où il fallait 9 jours pour faire Paris-Brest en moyenne, hein, parce que des fois, à Versailles, il fallait 3 jours de plus. Donc on ne va pas revenir en 1840 où il fallait 140 jours pour envoyer une lettre de Londres à Bombay, donc 300 jours pour la réponse. Donc non, quoi. Donc la modernité est fondamentalement positive. Par contre, donc c'est, oui, d'une certaine façon toujours plus vite. Par contre, l'enjeu de la vitesse, c'est de fertiliser les lieux. En tant que géographe, je suis particulièrement fragile. C'est ce que j'ai développé dans un bouquin il y a quelques années, la nouvelle économie des territoires. Ce n'est plus une économie du zapping sur les territoires, c'est une économie par les territoires. Prendre en compte ce qu'on a sous les pieds, et on ne peut pas faire la même chose partout. Donc il y a des solutions différentes selon les lieux. C'est-à-dire que l'avenir pour moi, c'est de marier vraiment l'économie et l'écologie. Certains évoquent l'éconologie, d'ailleurs, c'est un nouveau terme qui apparaît. C'est-à-dire que, et c'est par des actions territoriales, en utilisant à plein les nouvelles technologies. L'avenir n'est pas derrière nous, il est sous nos pieds, hein, il y a un proverbe africain. Hein. Et quelque part, agir sur les lieux, un territoire, c'est la capitalisation de tous les temps passés. Nos vies sont éphémères, le territoire, c'est tout ce qui s'est passé auparavant, qui a été détruit, réenchanté, etc. Donc agir sur les territoires avec nos vies éphémères, c'est agir pour les Bretons et les civilisations de demain. Donc ce mariage économie-écologie est une exigence, et le respect territorial, en étant à fond dans la modernité, doit nous inviter à construire demain. Alors dans ce cadre, c'est ce que j'ai un peu évoqué dans mon bouquin « La Dessine-moi la Bretagne », moi je vois, au-delà d'une économie circulaire, mais encore une fois, tout dépend de l'échelle à laquelle on la place, je crois qu'il y a 4 as à abattre pour s'en sortir et se développer demain, à une époque où je rejoins complètement ce qui a été dit, la désintermédiation des données dans le domaine de la santé va entraîner un effondrement des emplois tertiaires en France. On est à 70% d'emplois tertiaires aujourd'hui en France. Il faut produire des richesses si on veut s'en sortir, des biens monnayables. La suppression de 800 000 emplois industriels en France, c'est une catastrophe. Le jour, je vois une étude, je n'avais pas eu le temps de vérifier par d'autres sources, nous disant qu'un emploi créé sur Internet supprimait 4 emplois. Hein, ce que disait Luc Ferry sur les agences de voyage. 1700 emplois dans les agences immobilières supprimés cette année en 4 ans en Bretagne. Donc avec le Bon Coin, etc. Donc ça bouge très très vite. Et oui, des emplois tertiaires dans l'innovation, je rejoins ce qui a été évoqué, mais aussi produire des biens. Produire des biens. Alors ces 4 as sont les suivants. Tout d'abord, effectivement, le local, levier du développement, et c'est ce que j'appelle l'as de trèfle, puisque le trèfle est une petite plante qui pousse partout en Bretagne, modeste, mais on en trouve parfois un à 4 feuilles, un qui porte bonheur. Et en fait, il faut revenir à une économie du bon sens pour créer des richesses avec ce que l'on a sous les pieds. Ne pas oublier comment, en un siècle en Bretagne, ou plus largement en France avec les 30 Glorieuses, on est passé dans une incroyable économie de la facilité. Je peux me permettre de donner 3 exemples. À l'échelle bretonne, en 1850, par la force des choses, même si c'est le canal de Nantes à Brest qui apporte un peu d'engrais, mais la Bretagne était totalement autonome au niveau énergétique. Il n'y avait pas le choix. Voilà, donc il n'y avait pas le choix. Avec évidemment des besoins moindres. La thèse réalisée donc, par Mahogan chez nous là, sur la Rance montre que la Rance était totalement autonome énergétique, au plan énergétique. Il y avait 200 moulins. Enfin, et les deuxième exemple. Et en voyant ma grand-mère à Loinec, avec l'eau du puits, avec le bois de chauffe, avec etc., des pommiers qui donnaient à des dates différentes de façon à avoir des ressources tout le temps, elle était obligée de fonctionner avec ce qu'il y avait de localement. Alors il ne faut surtout pas revenir à cela, mais on est passé à une économie de la facilité. On importe en Bretagne 89% de l'énergie qu'on consomme. Donc, cette tasse de trèfle, c'est 89% du marché à prendre.
Et plutôt de créer une usine à gaz de 800 millions d'euros, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, donc dans le Finistère, avec 800 millions d'euros, on peut recréer des ressources locales. Savez-vous qu'on importe à peu près 70% du bois qu'on consomme en Bretagne? On n'a pas de bois en Bretagne, on ne sait plus en faire. Donc la méthanisation, c'est en train de se déverrouiller. On va passer à 75 usines de méthanisation. Mais ils sont à 7000 en Allemagne. Qu'est-ce qu'on attend? La région fait un sacré boulot sur les EMR. Hein, bravo. Mais on a un potentiel énergétique en Bretagne qui est fabuleux. C'est le premier d'Europe, hein, pour les courants et le deuxième pour l'éolien flottant, notamment l'éolien offshore. Et donc, on a un terrain de jeu qui est extraordinaire pour produire des richesses. Je pense aussi à l'agroalimentaire. N'est-il pas scandaleux, alors qu'on supprime des emplois dans les élevages, que 86% de ce que mangent nos enfants aux cantines et dans les bâtiments scolaires sont importés en Bretagne? Qui va mettre la main sur abattre un peu, dénoncer ce scandale, avec en plus des poulets ou des bestiaux de qualité qui sont hors normes de celles qui sont ici. Et donc, l'as de trèfle, c'est ça. Une économie de la réappropriation, ce que l'on peut produire sur place plutôt que l'importer, eh bien faisons-le. Ça crée des centaines d'emplois, peut-être des petits emplois. Hein. Et là, quand même, c'est possible. Des pionniers l'ont montré. Je pense au réseau Brudette, qui a fait des choses fabuleuses sur l'économie d'énergie locale. Je pense au pays du Méné. Ils ont fait... Alors ça part souvent d'un diagnostic froid. Combien on dépense par an pour l'énergie? Le pays du Méné, 6500 habitants, 190 km², pays jugé sans avenir par la Datar. Ils ont calculé qu'ils importaient 12 millions d'euros pour 6500 habitants par an. Ça fait quasiment 1800 euros par habitant. Et ils se sont dit, on se relève les manches, projet Méné, 2040, 100% autonomie énergétique. Ils sont arrivés à 40% aujourd'hui grâce au projet Géotexia, grâce à une filière bois qui a créé quelques emplois, aux éoliennes sur Aménéchou, la ligne de crête. Et ils sont arrivés à 40%. Ça fait 800, 900 euros d'économie par habitant et par an. À une époque où les salaires sont contraints, c'est la première solution pour augmenter le niveau de vie des ménages. Je pense aussi aux économies d'énergie dans le bâtiment, ou avec l'opération Virvolt, par exemple, dont Daniel pourrait sans doute mieux parler que moi, mais 70% de ce qu'on met dans le chauffage dans les maisons en Bretagne part par les fenêtres et surtout par le plancher en raison des dynamiques de construction. Donc l'as de trèfle, c'est la première carte à abattre. Toutefois, on ne peut pas vivre uniquement sur ce local. Et donc, le deuxième as qui me semble clé, c'est l'as de carreau. L'as de carreau, pourquoi? Parce que le carreau permet de regarder l'extérieur. Donc, on n'a pas vocation à tout inventer dans les territoires. Hein. Tu nous as montré des exemples merveilleux, ça bouge partout. Et ça permet aussi le carreau d'être vu de l'externe. Et là, sur ces tasses de carreau, à mon avis, la Bretagne a au moins 4 cartes majeures. L'agroalimentaire, qui, loin de ce que nous disent les médias, est loin d'être menacé. Je réalisais des études cet été sur l'évolution de l'emploi agroalimentaire. On a quelques filières qui chutent, on en parle tout le temps. Mais par contre, l'érosion de l'emploi, c'est que 0,3% simplement sur 5 ans. Hein, sur les dernières années. Alors par contre, il y a un déplacement géographique. Ça a tendance à bouger davantage vers la Haute-Bretagne, sur l'agroalimentaire. Ça, c'est dangereux, y compris dans la logistique. Mais par contre, nourrir les hommes va être un enjeu majeur. On a des savoir-faire d'exception, des produits dans l'ensemble exceptionnels que tout le monde, d'ailleurs, reconnaît. Hein. C'est pas un hasard si les Chinois viennent à Carhaix. Et donc, il y a d'abord ces premiers carreaux, en fait, hein, sur l'agroalimentaire. Deuxième point, je l'ai évoqué, le potentiel inouï d'énergie, surtout sur la méthanisation, qui résout bien des problèmes. Troisième point, les TIC. On est quand même la deuxième région en France sur les TIC, avec 13% des chercheurs français dans le numérique. Et ici, dans le domaine de l'image, avec des marchés qui vont être formidables sur les capteurs ou autres, plein de choses à réaliser. Et enfin, je fais un livre là-dessus actuellement, la mer. L'aménagement du méritoire. Il y a des choses incroyables dans le monde et en Bretagne qui se passent.
On pourrait parler des algues qui commencent à être valorisées, y compris à Moëlan ici, mais avec Olmix, Hervé Balusson ou autres. C'est un monde incroyable qui peut résoudre les problèmes alimentaires aussi de l'humanité. La moitié des chercheurs français sont en Bretagne. La Bretagne est le premier pôle de la mer en Europe. Et il y a, tu l'évoquais par exemple pour les études, ils ont trouvé dans le monde, je crois que c'est 1700 nouvelles espèces de grands fonds. Vu qu'elles vivent dans des conditions invraisemblables, de la pression océanique, l'absence de lumière et tout, et ben justement, c'est ce que tu évoquais sur le biomimétisme, ça permet de trouver des produits et des innovations qui sont beaucoup plus économes, puisque les contraintes du milieu aident finalement à trouver des choses complètement neuves. Donc, c'est un as majeur, la mer, et à ce titre, vous dites souvent dans le Finistère que vous êtes loin, excentré. Je rappelle qu'en breton, c'est Penarbed, c'est la fin, mais c'est aussi le début. C'est aussi le début du monde. On est face à, comment dire, un détroit. Regardez dans le monde comment toutes les zones de détroit progressent de manière incroyable au niveau économique. 20% du trafic de marchandises du monde passe devant vos portes. La Bretagne a toujours été prospère lorsqu'elle était maritime et lorsque l'Armor et l'Argoat se soudaient. N'oubliez pas que Brest, quand la Bretagne était encore un peu maritime, mais ça s'était effondré depuis le XVIIe, était plus peuplée que Rennes en 1800. On avait 400 000 habitants de moins en Basse-Bretagne qu'en Haute-Bretagne en 1850. On est passé à 1 300 000 aujourd'hui. La Bretagne, c'est une sorte de main à 3 doigts qui vous montre la direction. C'est par là. Donc, 4 as, un as de carreau. Le troisième as qui me semble intéressant, c'est ce que j'appelle l'as de pique. Et donc, pour résumer, hein, c'est un peu une image un peu drôle, c'est piquer de l'argent à ceux qui nous volent. Hein, alors, au plan international, quand même, on en arrive aujourd'hui alors avec des structures effectivement qui diminuent les coûts. Hein, je partage ce qui a été dit. Amazon est beaucoup moins cher que les plateformes de commerçantes, etc. Mais une boîte comme Booking.com, ils ont quand même piqué cette année 15% du chiffre d'affaires de l'hôtellerie bretonne à peu près. Mais pourquoi aussi? Parce qu'ils sont hébergés dans des paradis fiscaux et ne payent pas d'impôts en France. Donc il y a quand même aussi un problème. Ce qui va se passer dans le domaine de la santé, avec donc tout ce qui est... il y a un groupe de Bretagne Prospective qui travaille sur le sujet. Tout ce qui est la dématérialisation des données, tout ce qui est avec des montres que l'on achète, mais qui sont en même temps voilà, qui permettent de voir, de prévenir un AVC, etc. Ça va créer un tsunami sur le milieu médical. Et bien sûr, les ambitions de ces entreprises sont essentiellement, c'est financier. Les jeunes nous disent Google c'est gratuit, il n'y a pas de pub. Derrière, ce sont des machines de guerre redoutables. Donc il faut réagir à ça, réagir aussi à certains groupes nationaux. Moi j'ai toujours combattu le centralisme pyramidal qui est de plus en plus obsolète, qui a quand même créé des champions nationaux qui ponctionnent aujourd'hui les populations par leur situation de monopole. Le prix de l'électricité a encore augmenté aujourd'hui de 2,5%. GDF, c'est plus 80% depuis 2005. Voilà. Et donc, il faut réagir avec des coopératives territoriales. En Bretagne, il y a le projet Redeo. Et il faut réagir en s'organisant. On a l'exemple d'Enercop, on a l'exemple des citoyens de Bégane qui ont lancé leur propre éolienne à plus de 1000 habitants, je crois, qui donnent entre 23 € et plusieurs dizaines de milliers pour créer leur propre énergie. Et là-dessus... Autre élément par rapport à ces prédateurs internationaux, la création ici à Quimper du point BZH, et oui, qui va permettre aux hôteliers d'avoir une gamme mutualisée, donc de diminuer les coûts, et en même temps d'apparaître sur la toile. Organisons-nous pour ne pas être en fait siphonnés, siphonnés par des gens qui voilà, n'ont aucun intérêt pour les territoires locaux, aucun. Hein, les solutions viendront des territoires, à mon sens. Enfin, bien entendu, l'as de cœur, le plus important, les solidarités, les nouvelles solidarités. Je crois qu'aujourd'hui, on a un tournant. Depuis qu'on est petit, on nous a dit que c'était la compétition, quoi. Il faut que tu sois le meilleur en classe, il faut que tu sois le premier, il faut que tu sois ceci. Et je crois qu'aujourd'hui, l'économie de solidarité elle est en train de devenir, d'une certaine forme, une économie compétitive. C'est un tournant complètement majeur. C'est-à-dire qu'on se rend compte, vous voyez, la Poste, ils perdent 5% d'activité courrier par an. 80 000 facteurs en France, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils sont en train de s'ouvrir
sur le monde des assurances, avec les professionnels de la santé, pour, à Gourin par exemple, envoyer des facteurs un quart d'heure par jour, une demi-heure par jour, de temps en temps, voir les personnes âgées pour un prix de 4,50 €. Faire du lien social, faire de la collecte. Ce n'est plus un facteur qui distribue, c'est un facteur qui prend les produits. Exemple, il va collecter le papier, etc. Et donc, à l'instar de Produits en Bretagne, qui est quelque chose d'unique dans sa réussite en France, hein, puisqu'ils ont quand même réussi à mettre autour de la table, vous le savez mieux que moi, tout le secteur ultra concurrentiel de la grande distribution, eh bien, l'économie de solidarité est l'économie compétitive. Et dans ce cas, en Bretagne, je pense qu'on a vraiment des choses à faire. Je travaille depuis X années sur les réseaux bretons. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, ils sont souvent encore beaucoup trop divisés. Et donc là, il y a vraiment des choses à faire pour faire en sorte, tout en ayant une forme d'autonomie, hein, parce que la gouvernance en Bretagne, c'est compliqué. Les gens n'aiment pas trop les chefs, donc il faut faire attention. Mais une forme de gouvernance un peu ascendante, mais là, trouver ce qu'on peut appeler les nouvelles transversalités nous permettant d'avancer. D'où, en conclusion, d'abord, moi, je suis extrêmement optimiste parce que, par exemple, l'exemple de la Poste m'a beaucoup frappé quand j'ai assisté à ce qu'ils avaient réalisé aujourd'hui. La difficulté crée l'innovation et conduit les gens à se transcender pour produire des richesses. Deuxième point, c'est vrai qu'il y a ici un civisme qui est assez particulier en Bretagne. C'est pas mieux ou moins bien qu'ailleurs, c'est pas la question. Mais je regardais pour le tri des déchets, on est premier, le don du sang deuxième. Enfin, il y a encore une notion de vivre ensemble qui existe et qui est aujourd'hui extrêmement importante à une époque où la xénophobie est parfois... dans ces sociétés de vitesse, ça devient le western, quoi. Il faut trouver un coupable. Comme c'est dur, les gens cherchent un coupable. Et c'est toujours l'autre, leur coupable. Donc, il y a un fond qui est intéressant pour créer ces nouvelles solidarités, un environnement d'exception là-dessus, et notamment un pays qui n'est pas détruit par l'omniprésence d'une seule métropole, tuant le reste des territoires. En travaillant sur les évolutions de l'emploi en Bretagne, je voyais le pays de Rennes qui nous est présenté comme étant voilà, la grande métropole qui va être la locomotive des territoires. On entend ça partout, hein. Partout. Pareil pour Brest qui serait la locomotive et tout. Eh bien, concrètement, les métropoles aujourd'hui sont très fragilisées. Le pays de Rennes a perdu plus de 1000 emplois sur 5 ans. Où se créent les emplois en Bretagne, c'est plutôt actuellement dans les territoires ruraux. Quand on arrive dans une économie de la précarité, c'est souvent le territoire rural qui crée des richesses et des liens entre le rural et l'urbain. Il faut les deux, bien sûr. On a besoin des villes et notamment des fonctions métropolitaines tertiaires. Aujourd'hui, l'emploi stratégique, il progresse dans les métropoles. Par contre, tous ces emplois un peu tertiaires, de bas de gamme, là, ils sont nettoyés. Donc, il faut réfléchir différemment. Il faut réfléchir avec une société qui va produire des richesses. Les 4 As, c'est assez méchant, hein, parce que c'est une clé de lecture très transversale par rapport à ce qu'on nous propose. Ces approches en silo, vous voyez, hein, où il y aurait l'économie d'un côté, l'écologie de l'autre, le social et tout. Non, c'est assez méchant. Dans quel as vous êtes? Est-ce qu'on peut être dans plusieurs, sans doute? C'est quelque chose qui... Je ne sais pas où placer le circulaire là-dedans. Hein. Peut-être que les collègues qui sont intervenus auront une idée. Moi, je parlerais peut-être plus d'une économie spiralique que circulaire. C'est une spirale, en fait. Il faut partir du territoire, bien entendu, mais après, l'as de carreau, l'as de pique, l'as de cœur permet aussi d'innover dans les territoires et aussi de s'ouvrir et de donner des innovations aux autres. Voilà, je vous remercie. Merci, Jean Olivre.